Chaque fois que je reviens sur ces lieux, si vous voulez, c'est complètement du bonheur, de l'émotion, des images, enfin tout est là. C'est imprimé à vie. Lorsque vous êtes affecté à la criminelle, vous ne rêvez pas d'être directeur de la police judiciaire, le pacha du 36. Vous rêvez d'être le Maigret du 36. C'est vraiment une maison de famille. Tout le monde se connaît. On partage beaucoup de joie, des satisfactions, mais aussi des peines et parfois des larmes. Quand vous avez un assassin, un serial killer, vous avez la rage de découvrir, de débusquer. Au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, une adresse célèbre. Le 36 quai des Orfèvres, le quartier général de la police judiciaire parisienne. Un lieu mythique dont se sont emparés la littérature et le cinéma. Ici, des générations entières de policiers ont côtoyé les plus grands criminels. Depuis plus d'un siècle, les grandes affaires ont défrayé la chronique et ont porté au devant de la scène des policiers d'exception. Le 36 vit ses dernières heures sur les rives de la Seine. Seules 3 brigades travaillent toujours dans ce bâtiment. Bientôt, les 2500 policiers des 7 brigades centrales de l'APJ seront regroupés au nord-ouest de la capitale. Voici le 36 raconté par des hommes et des femmes qui en ont façonné sa légende. Robert Broussard est une figure indissociable de l'histoire du quai des Orfèvres. Un super flic, comme on dit. C'est lui qui a mis fin à la dernière cavale de Jacques Messrine. Son premier souvenir du 36 date de l'été 1962. À l'époque, il était inspecteur dans un petit commissariat de banlieue. Jeune inspecteur, je venais assez souvent aux archives, au service des archives, en bas, là. Et la 2e ou 3e fois que je mettais les pieds donc au 36, là, le choc. En arrivant ici, je vois des policiers de la brigade criminelle en train de faire des constatations sur une voiture DS. C'était la voiture du général de Gaulle qui avait échappé à un attentat du Petit Camard. Au quai des Orfèvres, on examinera minutieusement la voiture du président de la République dont les impacts portent un témoignage éloquent du danger qu'il courut. C'est miracle, peut-on dire, que ni le président ni Madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles. Pour moi, ça a été un souvenir extraordinaire. J'étais saisi, là. J'étais vraiment... Je réalisais que j'étais dans des lieux absolument mythiques, certes, mais en plus de ça, que c'était pas du cinéma, c'était quelque chose de réel, c'était un fait historique. 10 ans plus tard, Robert Broussard fait véritablement son entrée au quai des Orfèvres. Entre-temps, il est devenu commissaire. Jamais je n'aurais pensé, en entrant dans la police, que j'allais être commissaire. J'étais commissaire et je venais au 36, le temple de la police judiciaire parisienne. C'est un grand moment d'émotion, de rêve qui se réalise. À son tour, comme tous ses illustres prédécesseurs, Robert Broussard doit emprunter ses marches pour accéder à son bureau. L'escalier A du 36, c'est le véritable emblème du quai des Orfèvres. Les marches n'ont pas changé, les entresols n'ont pas changé, les murs d'un autre âge. Ce qui m'avait frappé, surtout, ces odeurs de tabac froid, ces linots usés, ces marches, 148 marches pour monter jusque là-haut. C'est un tout. Tout policier rêvait de passer au 36. Même peut-être parfois des truands qui préféraient être arrêtés et venir au 36, question de notoriété peut-être, j'en sais rien. Bon, oui, arrêté par la criminelle ou l'anti-gang, eh bien, on préférait ça que par c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais par des policiers de quartier. Mais non, c'est pas n'importe qui. D'accord, j'étais arrêté, mais enfin, bon, vous voyez, c'est une question de standing.
L'histoire de ce lieu débute à la fin du 19e siècle. Le bâtiment est achevé en 1878. Il abrite alors ce qu'on appelle la sûreté, les services de police de la capitale. C'est au début du XXe siècle que la police judiciaire naît véritablement tout près du palais de justice. Charles Diaz est un ancien inspecteur de la brigade criminelle. Il est aussi un historien passionné par l'histoire du quai des Orfèvres. Autrefois, il y avait, juste à côté, un marché à la volaille. Ce marché à la volaille a disparu. Et à la place, donc, c'est dans cette caserne, on a installé en 1871 la préfecture de police. Et très vite, une expression est née dans la pègre. On a parlé des poulets pour désigner les flics. 50 ans plus tard, au 36 quai des Orfèvres, un flic va devenir mondialement célèbre, sous la plume d'un jeune romancier. En 1930, un jeune écrivain belge qui s'appelle Georges Simenon vient de publier un roman policier dont le héros est un commissaire épais, osseux, qui s'appelle Maigret. Et ce commissaire est formidable. Le patron du 36 quai des Orfèvres, le directeur de la PJ, n'est pas content du tout. Xavier Guichard n'est pas content parce que pour la première fois qu'un commissaire est positif, il n'appartient pas au quai des Orfèvres. Il appartient à la maison concurrente, la première brigade mobile. Alors il décide de monter une opération de communication et il invite le jeune écrivain Simenon à venir visiter le quai des Orfèvres. Simenon arrive ici. Xavier Guichard, lui, fait découvrir tous les services de l'époque. La brigade mondaine, la brigade spéciale, les garnis, l'identité judiciaire. Le clou de la visite a lieu au 3e étage. Donc voici le bureau 315, l'un des plus célèbres, le plus célèbre sans doute du quai des Orfèvres, le bureau du patron de la brigade criminelle. C'est le commissaire Marcel Guillaume qui, en 1930, occupe ce prestigieux bureau. La presse de l'époque le surnomme l'as de la PJ. Sur son tableau de chasse, Landru, Bonneau et Violette Nozière. Georges Simenon rencontre ici Marcel Guillaume et également son secrétaire de police qui s'appelle Georges Massu. Et ces deux personnages sont vraiment de très fins lignées. Ce sont vraiment des hommes de police judiciaire. Et ils vont servir de modèle pour la construction du Maigret. Simenon va constituer un personnage hors norme. Simenon s'est beaucoup servi de votre personnage. Oui, un homme comme moi. Un homme simple, qui marche comme tout le monde dans la rue, qui ne fait pas des pattes, qui est toujours l'œil aux aguets, qui sait faire des filatures, qui, lorsqu'il arrête un malfaiteur, se montre le plus gentil avec lui, aussitôt qu'il est arrêté. Et même fort fréquemment, j'en ai amené souvent ici au comptoir, à ce comptoir ici, pour boire une consommation avant de les emmener au quai des Orfèvres. Et dans les interrogatoires que j'ai indiqués à Simenon à cette époque-là, je crois qu'il a pris beaucoup la manière de travailler que j'avais à l'époque, et que j'ai toujours gardée d'ailleurs. À partir du grand succès des enquêtes du commissaire Maigret, le 36 quai des Orfèvres devient une adresse connue de tous et peu à peu mythique. Elle installe définitivement cet endroit dans l'inconscient collectif. Après la littérature, c'est le cinéma qui s'empare de cet univers fascinant et mystérieux. Quai des Orfèvres remporte un succès considérable. Par exemple, il y a quelque chose qui ne s'explique plus. Louis Jouvet tient le rôle de l'inspecteur Antoine. Le mythe du fin limier du 36 est en train de naître. Tu nous prends pour des andouilles, hein? Bon. La chanson reste la même, mais la musique va changer. Assez rigolé. On n'a pas que ça à faire. Moi aussi, on m'attend. Debout. Comment? Tiens ta cravate. Pourquoi? T'inquiète pas. Ici, on pose des questions. On n'y répond pas. Tiens tes lacets. En 1944, pendant l'occupation de Paris, une macabre découverte occupe les enquêteurs du 36. Cette fois, ce n'est pas du cinéma. C'est le début de l'affaire du docteur Petiot.
Une des plus grandes affaires criminelles de tous les temps, l'affaire Petiot, passionne actuellement l'opinion. Le commissaire Massu arrive rue Le Sueur. C'est le fameux Georges Massu qui met à jour la sinistre cache du médecin. On y découvre les restes de ses victimes, pour la plupart des Juifs qui voulaient fuir la Gestapo et qu'il brûlait dans son appartement après les avoir dépouillés de tous leurs biens. Quelques mois plus tard, le docteur Petiot est arrêté. Interrogé au 36, puis jugé lors d'un procès retentissant. Difficile d'évaluer le nombre exact de ses victimes. 24 meurtres lui sont finalement attribués. Le docteur Satan, comme il est baptisé par la presse, est condamné à mort, puis guillotiné. Quant à Georges Massu, l'ami et l'inspirateur de Simenon, il est enfermé à Fresnes, accusé de collaboration avec le régime de Vichy. Massu sera blanchi des accusations portées contre lui par le comité d'épuration, mais on ne lui donnera plus un poste au Quai des Orfèvres. Il part en commissariat de quartier à Paris, où très rapidement il prend sa retraite et il mourra seul, et son corps sera retrouvé dans un tout petit appartement bien longtemps après sa mort. Depuis, le Quai des Orfèvres a vu passer dans ses murs des centaines d'autres policiers. Certains d'entre eux y ont fait une carrière exceptionnelle. Je suis comme des générations de flics tombés dans le chaudron du 36, ici. Et je ne vois pas quel métier aussi passionnant j'aurais pu faire. Et ces 35 années passées dans ces lieux, pour moi, ça a été une aventure extraordinaire. En 35 ans de carrière, ce grand flic a gravi tous les échelons, d'officier de police adjoint jusqu'à devenir le grand patron du 36. C'est à la brigade criminelle qu'il fait ses premières armes de commissaire. Ici, près de 100 policiers enquêtent exclusivement sur les homicides. L'emblème de la brigade, le chardon. Sa devise, qui s'y frotte ses piques. Ah là, on est encore dans le Saint des Saints. La criminelle, c'est le service dont tous les flics rêvent. Les jeunes commissaires, on était là, dans ces bureaux. Et moi, j'occupais le bureau 324. Pas un grand bureau, hein, à l'image de ce qu'est le 36. C'est pas le luxe. En plus, j'avais une secrétaire. Vous voyez, on était très à l'étroit. Bien sûr, nous n'avions pas à l'époque d'ordinateur. Mais vous voyez, il reste encore cette vieille Olympia sur laquelle nous tapions nos procès-verbaux. C'est dans ce bureau qu'il obtient pour la première fois les aveux d'un criminel. Vous savez, il y a une règle, c'est pas une règle, mais enfin en général, lorsqu'on interroge un suspect, on essaie de le dominer, on se tient debout et lui est assis. Mais là, le climat était totalement différent. J'ai senti qu'il se passait quelque chose et je m'assis en face de lui. Donc on était sur le même pied d'égalité. Je sentais qu'il avait des choses à me dire et qu'il me dirait la vérité, ce qu'il a fait. J'ai eu en face de moi un type pitoyable. Donc, un petit peu de compassion, si vous voulez, pour ce type-là. Et puis, vous savez, les questions qu'on se pose toujours, les flics, et à la criminelle en particulier, c'est où passe la frontière entre le bien et le mal, l'ordre et le désordre, l'acte légal et l'acte illégal, la folie et la raison. Au Quai des Orfèvres, certaines gardes à vue restent encore dans les mémoires. En 1982, Nathalie Ménigon, du groupe Action Directe, sort d'un interrogatoire à la section antiterroriste de la brigade criminelle. À l'issue de sa garde à vue, elle était raccompagnée jusque-là par un inspecteur le plus grand, le plus costaud, heureusement, de la brigade criminelle, Cortina. Et au moment où elle arrive à cette hauteur, elle va pour se jeter. Elle est rattrapée, in extremis, par le flic qui la suivait derrière. Depuis cette époque-là, on a installé ce filet que vous voyez là. Ce jour-là, Nathalie Ménigon est ressortie libre du 36. 7 ans plus tard, le noyau dur d'Action Directe est démantelé. Nathalie Ménigon est reconnue coupable des assassinats du PDG de Renault, Georges Besse, et du général Audran.
Condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, elle est libérée en 2008, après avoir purgé 20 ans de prison. Au début des années 80, le quai des Orfèvres voit arriver Martine Monteil, l'une des premières femmes flics de France. Elle a auparavant dirigé le commissariat du 6e arrondissement et y a déjà gagné un premier surnom, le shérif de Saint-Germain. Bonjour Noël. Ça va bien? C'est plaisir de voir. Oui. Lorsque Martine Monteil entre au 36, elle ne sait pas encore qu'elle en deviendra un jour la grande patronne. Le quai des Orfèvres va devenir sa deuxième maison. C'est sous les toits qu'elle va d'abord s'installer, à la brigade des stupéfiants, un milieu d'hommes qui n'impressionne en rien la jeune commissaire. Alors, nous sommes exactement dans le premier bureau que j'ai eu à occuper lorsque je suis arrivée au quai des Orfèvres. C'est vrai que j'étais tellement heureuse d'arriver au 36. La mission était riche. Il y avait assez peu de femmes. Ceci dit, il y en avait quelques-unes. Déjà, quand je suis arrivée au STUP, ça a été un peu la brigade pionnière où il y avait déjà quelques femmes qui étaient officiers en poste à la brigade. Bon, moi, j'ai pas pensé du tout à cet aspect-là. Si vous voulez, moi, je pensais enquête, enfin, voilà, surveillance, arrestation, arrêter des voyous, quoi, c'est tout. C'est un métier tellement passionnant pour ça. J'étais complètement là-dedans. Pas tant d'en me dire comment je vais asseoir mon autorité. Ça a été quelque chose de finalement assez naturel. Durant ces 7 années passées au STUP, Martine Monteil traque sans relâche les dealers et démantèle les réseaux. Une enquête sur un trafic de cocaïne l'a conduite un jour au domicile de Françoise Sagan, l'amie personnelle du président de la République de l'époque, François Mitterrand. Le face-à-face entre les deux femmes est tendu. Ça s'est pas très bien passé au départ. Alors j'ai dit à Madame Sagan, écoutez, il faut calmer le jeu maintenant, donc soyez gentille. Vous avez ce produit, vous avez été livré, nous étions derrière, on a tout vu, alors soyez raisonnable. Bon, pas sotte du tout, elle a dit bon d'accord, elle m'a conduit dans une bibliothèque et derrière une tranche de faux bouquins, il y avait les produits. Pour les besoins de l'enquête, la romancière est emmenée au quai des Orfèvres pour y être auditionnée. Madame Sagan me dit, surtout, j'espère que ça ne se saura pas, que vous ne direz rien à la presse. J'ai dit, écoutez, madame, moi, je m'y engage, et moi-même, et au nom de mes collaborateurs. Bon, alors, merci, finalement, on part en plutôt bon terme. Et puis, le surlendemain, dans le Canard enchaîné, c'est Bonjour Camé, enfin, bon, petite allusion à son titre célèbre, et avec une partie du procès-verbal de mon audition, à mon nom, si vous voulez, Martine Monteil, à l'époque commissaire principal. Donc, voilà. Alors elle m'appelle, mais virulente, oui, je vous ai fait confiance, vous m'aviez promis, mais j'ai dit, écoutez madame, vous pouvez toujours me faire confiance, ça ne vient pas de nous. Et finalement, l'enquête a abouti, il y avait un petit défaut au niveau de la photocopie. Et ça ne venait pas de notre photocopieuse. Vous voyez, l'expertise a démontré que ça venait d'une autre photocopieuse qui venait de chez nos voisins du palais de justice. Donc nous avons été blanchis, si je puis dire. À cette même époque, Claude Cancès devient le chef d'état-major du 36. Un service qui lui est encore très cher. Elle est toujours là, celle-là. L'état-major, c'est l'organe essentiel de la police judiciaire parisienne et des 3 départements qui ceinturent la capitale. Toutes les informations ayant trait aux délits particulièrement graves sont centralisées ici, puis redistribuées vers les brigades concernées. Donc extorsion en réunion. On est au cœur de la PJ. C'est le cordon ombilical avec tous les services. Avenue de Flandre, affirmative, oui. À mon époque, il n'y avait pas tous ces moyens d'information modernes. On n'avait que le téléphone et les télétypes. Hein. Mais déjà à l'époque, l'état-major et la salle des télétypes à côté traitaient 1000 télégrammes par jour. D'accord. Il a repris 2 ans pour STUP. Parquet de Paris, hein. Allez, bon courage, hein. Aujourd'hui, l'état-major est dirigé par Thomas de Ricolfis. Chaque année, le 36 traite plus de 12 000 affaires. Les plus graves d'entre elles intéressent ce service, la cellule Corail. Un service tout à fait unique en France. Ils auraient un peu modifié le mode opératoire, et là, il serait plus 2, mais 3, voire 4. Très bien. D'accord ? D'accord.
Le but de cette cellule est de recouper différentes affaires pouvant être imputées à un même auteur. Un logiciel ultra puissant croise des centaines d'affaires à partir de mots-clés. Une technologie de pointe, mais pas seulement. Le travail de rapprochement, d'analyse, d'enrichissement est un travail humain qui est basé sur la mémoire, sur l'échange. C'est pour ça qu'on est sur un espace ouvert. Les gens peuvent se parler entre eux. Ils sont un chaînon de l'enquête. Voilà, grâce à eux, on peut relier des faits entre eux. Voilà, on va créer des synthèses ou des rapprochements. Et donc, ils vont permettre de canaliser les enquêteurs, de savoir où ils doivent aller. Une affaire récente vient d'être élucidée grâce à ce système. Son nom de code, le Père Michel. Il y a quelque temps, il y avait un individu qui se présentait au domicile des personnes âgées en prétendant chercher son chat. Une fois qu'il était chez les personnes âgées, il en profitait pour leur voler leurs bijoux, leur argent, à leur insu, bien évidemment, et repartir tranquillement. Ce mode opératoire inhabituel attire l'attention des enquêteurs. Ils ne tardent pas à faire le rapprochement avec une affaire rigoureusement identique. Plusieurs mois ont passé, on a eu une deuxième affaire avec exactement le même mode opératoire, toujours dans un immeuble parisien. On s'est dit, tiens, c'est bizarre. Puis une troisième affaire assez rapidement. Et là, on a proposé le rapprochement au service enquêteur. Et ils ont, avec l'audition des victimes et les éléments qu'ils ont pu recueillir sur chacune de ces enquêtes, ils ont réussi à l'identifier, à l'interpeller. Plus on rapproche les affaires, plus on fait augmenter le taux d'élucidation. Des synthèses comme celle-ci, il y en a eu plus de 1500 depuis la création en 2006 de la cellule Corail. Elles ont permis d'élucider près de 50% des affaires traitées. Pendant près de 10 ans, c'est au 4e étage du 36 que Robert Broussard retrouvait ses hommes, à la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention. L'une des 3 brigades, avec la criminelle et les stupéfiants, encore hébergées ici, au 36. La BRI, une unité d'élite plus connue sous le nom d'Antigang. Alors là, on va vers la BRI. Je crois que... Parce qu'il y avait 2 itinéraires. Je regarde. Oui, venez. Ah, bah c'est la meilleure, ça. Oui, c'est le même. 30 ans après avoir quitté le quai des Orfèvres, dans ce dédale de couloirs, voilà, c'est bon. Il est parfois difficile de retrouver son chemin. L'Antigang est né en 1964, avec pour mission essentielle d'arrêter en flagrant délit les bandes organisées de la grande criminalité. C'est le bras armé du 36, une cinquantaine d'hommes spécialement entraînés aux interventions les plus périlleuses. Ils sont les seuls, en France, à devoir intervenir à la fois en situation de crise et lutter contre le grand banditisme. À chaque fois que je viens là, je marque une pause devant ces photos de copains qui... Roland Lin, qui est mort sous mes yeux au cours d'une intervention sur des braqueurs. Kiki Caron, qui était pendant des années à la BRI et qui m'a suivi quand on a constitué le RAID. Il a été abattu par un forcené dans une intervention du RAID. C'est dur. On faisait un bloc, on nous aimait bien. Il y a eu des moments très durs, des moments de joie, mais aussi de peine. Voilà. Tout juste arrivé au 36, on demande à Robert Broussard de créer, au sein de l'Antigang, une unité spécialisée dans les prises d'otages et les attentats. Le raid avant l'heure, en quelque sorte. Le commissaire retrouve son bureau de patron. Ici, rien n'a changé depuis les années 70. En 1972, il y a le drame de Munich, des Jeux Olympiques, 17 morts. Le ministre de l'Intérieur de l'époque demande au préfet de police si une aventure nous arrivait de cette sorte en France, quelle unité serait capable d'intervenir. Et très rapidement est née la brigade anti-commando. Une vingtaine de policiers d'élite sont recrutés. Ils ne vont pas tarder à s'illustrer. On est entré en action sur une prise d'otage à Brest. Cette prise d'otage a duré exactement 36 ou 37 heures. Dans une banque de Brest, à 10 heures... Août 1973. 2 dangereux braqueurs de banque retiennent une dame âgée de 71 ans dans sa maison. Ils sont armés et ont déjà abattu un gardien de la paix.
Tout a commencé vendredi, en fin de matinée, ici dans cette banque. Paul Ciaramitaro, le Sicilien, et François Philly viennent de rafler 54 000 francs. Ils avaient dit à leur femme, nous allons acheter des langoustes. Autour de la maison de l'otage, la brigade anti-commando prend position. Le commissaire Broussard entame alors une longue négociation avec les braqueurs. Pour moi, la négociation était la première arme à utiliser dans une affaire de prise d'otage. Et l'intervention en force ne devant intervenir que si tout le reste avait échoué. Au bout de très longues heures de discussion, Robert Broussard finit par convaincre l'un des braqueurs de se rendre. L'autre s'est suicidé. L'otage est sain et sauve. Brest, c'est terminé. Hier soir, 23h10, le commissaire Broussard quitte la maison où depuis 36 heures, 2 gangsters gardaient en otage Madame Lemoigne, 71 ans. J'ai joué sur le fait qu'il y en avait un qui avait tué le gardien de la paix à la sortie de la banque, pas deux. Donc il y avait un complice et un auteur. Et j'ai cherché à savoir qui était le complice, quel était l'auteur. Au départ, ils étaient extrêmement solidaires, mais j'ai bien compris au fil des discussions qu'il y avait quand même un petit décalage. Il ne fallait pas foncer tête baissée, il y en a un qui c'était un tueur. Il faut peser son langage, sa façon d'intervenir, laisser des petits moments de repos, des petits moments de réflexion. Réfléchissez bien, je vous rappelle dans un quart d'heure. C'était pour gagner du temps, mais également leur laisser le temps de discuter entre eux, de ne pas prendre une décision qui le regretterait peut-être 30 secondes après, vous voyez. Donc tout ça, c'est un travail, c'est un véritable corps à corps psychologique. La méthode Broussard vient de faire ses preuves. Cette affaire de prise d'otage le propulse au devant des médias. Est-ce qu'il y avait unanimité entre les deux hommes? Ben, on a essayé de jouer un petit peu là-dessus, mais c'est certain qu'il y a eu quand même des points de désaccord parfois. Parce que François Philly voulait se rendre, lui. Oh non, oh là là, tant qu'il était avec l'autre, il n'était pas question qu'il se rende. On lui a suffisamment posé la question. J'étais sur le devant de la scène. On a dit que j'avais fait des études de psychologie, tout le truc. Non, les études de psychologie, je les ai faites dans des voitures de planque, dans des filatures, où je connaissais un petit peu la mentalité des truands, comment on pouvait leur parler, bien connaître ces gens avec qui on est censé trouver une solution. Broussard devient un héros des médias et le commissaire le plus redouté du grand banditisme. Cet homme a un jour croisé son chemin. Michel Lepage, une carrure de rugbyman, surnommé dans le milieu le Gros. Dans les années 70, il était le chef du gang de la banlieue sud. Un jour d'été 75, il est arrêté à la sortie de sa planque par l'équipe du commissaire Broussard. Une arrestation classique, hein. Coup de poing, coup de crosse, et puis vas-y. Et quelques temps plus tard, j'ai vu arriver, quelques minutes plus tard, j'ai vu arriver Broussard. Un fusil sur l'épaule. Il m'a dit t'es fait, Michel, t'es fait. Voilà. Le commissaire Broussard était connu. Nous, on lisait tous ces faits sur les journaux. Hein. Bon, il y avait des arrestations musclées. Il était renommé pour faire des arrestations assez musclées. Hein. Comme on dit chez nous, c'est un morbac. Il s'accroche. Lepage est emmené dans les bureaux de la criminelle pour y être interrogé. C'est la première fois que j'arrive au 36. De s'y retrouver, ça fait quelque chose quand même. Parce que pour nous, c'est 36, c'est privation des libertés. Voilà, privation de liberté. Déjà, quand on monte les marches, la vie s'arrête. Hein. Plus on monte, plus ça se referme sur nous. Hein. Sous les toits du 36, l'interrogatoire commence. Lepage est rapidement placé en garde à vue. Tous les midis, on me descendait dans une cellule pour manger. Puis là, moi, j'avais pas envie de rester en prison. Hein. J'avais pas envie d'aller en prison. Donc j'ai décidé de tenter ma chance et de m'arracher, de m'évader, quoi. L'occasion se présente au moment où les policiers viennent le rechercher pour être entendus. Le tchépi, quand il a ouvert, je suis élancé. J'ai poussé la porte avec mon épaule. Ils sont tombés par terre. J'ai pas essayé de prendre des armes, je suis parti en courant. J'ai dégringolé les escaliers. Et là, je suis tombé sur des hommes armés. Allez, bouge pas. Et puis comme je n'avais pas envie de mourir, je suis revenu à casse départ. Michel Lepage a passé une grande partie de sa vie derrière les barreaux ou en cavale.
Aujourd'hui, il travaille à l'adaptation de ses mémoires de gangster au cinéma. Le 36 y aura certainement une place à part. Retour à la BRI avec Robert Broussard. Salut. Salut, tu vas bien? Ça va bien? Ouais. Voilà, on envahit un peu les lieux. Bah, vas-y, vas-y. Bon, alors, c'est le numéro 2, toujours. Hein? J'ai son pote qui l'a eu. Oui, oui. Voilà. Vous êtes le numéro 2 actuel De la BRI, oui. Voilà. Eh oui, les petits jeunes. Ben oui, les petits jeunes. La brigade garde le secret sur ses outils de haute technologie. Mais Robert Broussard veut bien nous dévoiler une de ses inventions. Ça remonte à peu près à 40 ans, dans les débuts où le BRI s'est installé là. Tout notre matériel, l'armement, les gilets pare-balles, tout ça, c'est entreposé dans un local tout à côté. Mais vous avez vu les escaliers, vous les montez, les descendre, etc. Et finalement, en accord avec les services techniques, on avait fait un plan de faire ce caisson pour me charger notre matériel qui est là, donc de descendre par ici, au bout du treuil, et puis le véhicule d'intervention, ça descend, on charge, on remonte, et voilà. Oui, et puis une technique rudimentaire, mais terriblement efficace finalement, et surtout, ça soulage. Encore d'actualité. À la fin des années 70, l'anti-gang du commissaire Broussard est aux côtés de la brigade criminelle lors de l'arrestation des ravisseurs d'un grand capitaine d'industrie. C'est l'épilogue de l'une des plus grosses affaires de l'époque, l'enlèvement du baron Empain. En janvier 78, ces ravisseurs réclament une rançon de 12 millions d'euros. Le lendemain du rapt, ils déposent dans une consigne de la gare de Lyon un macabre flacon. À l'intérieur, un doigt coupé. Je revois cette scène comme si c'était hier. Ottavioli était là. Pierre Ottavioli, à l'époque le patron de la brigade criminelle. C'est émouvant de s'asseoir encore dans son fauteuil. Petit flacon entre le pouce et l'index. Et il nous regarde, il dit « On ne cédera pas ». On a bien compris que c'était pas bidon, c'était bien un doigt et que c'était celui du baron Empain. Deux mois plus tard, au quai des Orfèvres, on décide de tendre un piège aux ravisseurs en leur remettant une rançon factice. Rendez-vous est pris sur l'autoroute du Sud, mais une fusillade éclate avec les policiers de l'anti-gang. Alain Caillol, considéré comme le cerveau de l'enlèvement, est blessé puis arrêté. Alain Caillol, le malfaiteur arrêté, est actuellement interrogé par la police. Il s'agit d'un bandit notoire, connu au fichier du grand banditisme. Il doit être inculpé ce soir de rapt et de séquestration. De son interrogatoire, la police espère obtenir l'identité de ses complices, mais après cette arrestation, on est toujours sans nouvelles du baron Empain. En coulisses, au 3e étage du 36, dans le bureau du patron de la criminelle, un comité d'accueil impressionnant entoure Alain Caillol. Pierre Ottavioli était là, dans ce fauteuil. Et dans cette pièce, il y avait le patron de l'anti-gang, Marcel Leclerc, son adjoint, Robert Broussard, le procureur de la crime, Jean-Pierre Béraud, le chef de groupe, et d'autres collègues. Il y avait beaucoup de monde. Mais je puis vous assurer qu'il n'y en a qu'un qui parlait, c'était le patron. Et Caillol, le patron, le fait asseoir là. À l'époque, c'était un grand fauteuil qui datait de la Seconde Guerre mondiale. Et la conversation était relativement brève. Pierre Ottavioli lui fait comprendre que maintenant, il faut vite qu'il nous indique où se trouve le baron Empain. À qui? Il me dit, c'est dans la situation dans laquelle je me trouve, dans la situation dans laquelle se trouvent mes complices, alors que je suis convaincu qu'ils ne toucheront pas un franc de rançon, et que tout cela va se continuer éventuellement par des carnages, c'est le terme qu'il a employé, je pense que si vous êtes d'accord, je vais leur téléphoner et leur dire de libérer le baron Empain et de prendre la fuite. Donc, alors, il m'a dit, il n'y a qu'une chose, c'est qu'effectivement, je ne veux pas livrer mes complices, il faut que vous ne voyez pas le numéro de téléphone que je vais faire. Je le revois comme si c'était hier. Prendre le téléphone, le mettre sur ses genoux,
regarder autour de lui s'il n'y avait pas quelqu'un, et puis faire le numéro de téléphone comme ça. Il s'y reprend à 2-3 reprises. Au troisième essai, un complice finit par décrocher. Il se trouve dans la banlieue parisienne où le baron est toujours détenu, dans le sous-sol de ce pavillon. Il lui dit, il faut absolument libérer le baron, c'est la guerre. Il a employé cette expression, c'est la guerre. Il raccroche, il repose ce combiné, et là il dit à Pierre Ottavioli, il y a 99 chances % que le baron soit libéré assez rapidement. Parole tenue. Quelques heures plus tard, après 63 jours d'une très dure détention, le baron en pin, méconnaissable, retrouve enfin la liberté. Une victoire pour la brigade criminelle et la BRI. Hier comme aujourd'hui, l'unité des brigades est un élément important de leur dangereux travail. Au Quai des Orfèvres, les enquêtes ne s'arrêtent jamais. C'est la principale tâche des 500 personnes qui luttent ici quotidiennement contre la grande criminalité. Une criminalité qui, dans les années 70, est marquée par de nombreuses prises d'otages et de hold-up, comme ce 15 mai 1974. Ce matin-là, après un braquage de banque raté, 2 hommes armés pénètrent dans ce pavillon de banlieue. À l'intérieur, une mère et ses 6 enfants sont pris en otage. Bruno Lachetau était l'un d'eux. 40 années plus tard, il a voulu revenir dans la maison où il était retenu. À l'époque, il avait seulement 11 ans. Les ravisseurs menacent d'éliminer des enfants s'ils n'obtiennent pas rapidement une voiture. Ils avaient de nombreuses armes. Ils ont même menacé de commencer par abattre les 2 derniers qu'ils ont fait agenouiller ici dans le salon. Et c'était extrêmement violent. Au bout de 3 heures d'âpres négociations, le procureur décide d'accorder aux ravisseurs la voiture qu'ils réclament. Évidemment, ils voulaient que maman parte avec eux et j'ai dit à maman, je te suis, parce qu'ils ont besoin de 2 otages. Derrière le muret de la maison, la mère de Bruno Lachetau va s'assurer auprès de l'anti-gang qu'aucun coup de feu ne sera tiré au moment de leur sortie. On traverse le jardin, je suis emprisonné par le gangster. Il avait un pistolet braqué sur ma tempe et de son bras gauche, il me tenait serré. Et j'ai le souvenir de la carabine à canoncier qui dansait sous mes yeux. Un petit garçon d'une dizaine d'années à tout casser avec une jeune femme qui sortent. Actuellement, les 2 gangsters sont sortis. Ils se sont installés dans une R16 rouge. Un est monté au volant, l'autre est monté derrière, à la place arrière droite. À côté, une jeune femme en pullover rouge. La voiture démarre actuellement. Ils ont, semble-t-il, laissé plusieurs de leurs otages dans l'appartement. Les 2 braqueurs sèment les policiers et relâchent quelques heures plus tard leurs otages avant de s'enfuir à bord d'une nouvelle voiture. Mais l'enfant a réussi à mémoriser le numéro d'immatriculation. Un réflexe qui permet d'arrêter dès le lendemain l'un des ravisseurs. Au 36, l'enfant et sa mère sont invités à le reconnaître. Ah oui, ça ce sont des souvenirs émouvants. L'escalier est par là. Je me souviens bien de ce lieu. 40 ans plus tard, Bruno Lachetau n'a rien oublié du trajet qui l'a conduit ce jour-là dans cet étroit couloir du 2e étage. C'est là que je me suis trouvé à 11 ans, avec maman, les policiers, chargés de reconnaître parmi les 4 ou 5 personnes qui étaient là avec leurs pancartes, celui qui avait été arrêté la veille. En langage de flic, on appelle ça un tapissage. On l'a reconnu immédiatement. C'était quand même un moment impressionnant parce que c'était le face-à-face. Les rôles étaient inversés.
Il était enfermé et moi j'étais libre. Les ravisseurs de Bruno Lachetaux et de sa famille ont été condamnés par la Cour d'assises de Paris à 15 et 18 ans de réclusion. Identifier les auteurs de délits, c'est la première mission des policiers. C'est pour cela que, dès la naissance du 36, un service d'identité judiciaire a été installé tout à côté des groupes enquêteurs. Richard Marlet en a été le grand patron durant 10 ans. C'est le premier service d'identité judiciaire de France, voire du monde en fait. Pour s'en souvenir, le buste du créateur de ce service prestigieux trône dans le hall d'entrée. Voilà Alphonse Bertillon, donc le père de la police scientifique, le père de la criminalistique. Bertillon, à la fin du 19e siècle, est aussi célèbre que Pasteur. Il participe de toutes les grandes expositions universelles. Alphonse Bertillon est le créateur de l'anthropométrie judiciaire. À la fin du 19e siècle, la préoccupation première des services de police est de retrouver les malfaiteurs récidivistes. Bertillon met au point un système d'identification basé sur des mesures anatomiques extrêmement précises. Et pour aller plus loin dans le signalement, il invente le portrait parlé, l'ancêtre du portrait robot. Un système codifié de données physiologiques commun à tous les policiers de France. Le portrait parlé devient une matière obligatoire dans la formation des policiers. Les meilleurs d'entre eux devaient être capables de reconnaître à coup sûr un suspect dans la foule. L'idée, c'est de s'intéresser à chaque partie du visage. Les cheveux, le front, le nez, la bouche, les lèvres, le menton. Et puis quelque chose d'extrêmement identifiant, l'oreille. Nous n'avons pas les mêmes oreilles. Enfin, plus exactement, mes oreilles ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et même mon oreille droite n'est pas la même que mon oreille gauche. Mais ce qui différencie à coup sûr un individu d'un autre, ce sont ses empreintes digitales. La technique vient d'Angleterre. Au départ réticent, Bertillon finit par l'adopter. C'est une révolution dans l'identification judiciaire. Désormais, les empreintes des condamnés figurent sur leurs fiches anthropométriques, comme ici, sur celle de l'un des membres de la bande à Bono. Grâce à cette méthode, dès 1902, une célèbre affaire criminelle est résolue. Bertillon, en fait, est le premier à avoir identifié des traces trouvées sur une scène de crime. C'est l'affaire Schaeffer. Le 16 octobre 1902, on découvre dans l'appartement d'un dentiste le corps de son domestique. Une vitrine a été brisée, des objets d'art dérobés. Bertillon est appelé sur la scène de crime pour faire des photographies. Et en fait, il va découvrir sur un morceau de vide 4 empreintes digitales. Et assez rapidement, il va identifier l'assassin, celui qu'on présume être l'assassin, un certain Henri-Léon Schaeffer, surnommé Georges l'Artilleur. C'est une première mondiale. L'affaire Schaeffer élève les empreintes digitales au rang de preuve. À la mort de Bertillon, une bonne partie de son système anthropométrique est abandonnée. Mais l'une de ses inventions majeures lui a survécu. Ici, dans une des salles du dépôt. Le bâtiment est mitoyen du 36. Encore aujourd'hui, c'est ici que sont enfermés les prévenus avant d'être présentés à un magistrat. Alors là, nous sommes dans une annexe de l'identité judiciaire, la salle, ou plutôt les salles qui sont consacrées à la signalisation des individus. Nous arrivons au local qui est dédié à la photographie anthropométrique de face et de profil. Donc l'appareil de prise de vue était positionné ici, avec un pied en fonte pour s'assurer en fait qu'on avait toujours la même distance de l'objectif jusqu'à la chaise. On réalisait le portrait de face et puis après l'assistant faisait tourner cette manivelle pour amener la chaise en position pour permettre le profil. Parce qu'en fait, c'est au profil qu'on voit le mieux la forme du front, la forme du nez et évidemment l'élément le plus identifiant, l'oreille.
Bertillon, le créateur du cliché profil-face, était très fier de son invention. Longtemps, il s'est amusé à photographier ainsi sa femme et ses enfants. Un siècle plus tard, on identifie toujours de la même manière les prévenus. Quant aux empreintes digitales, elles sont encore les preuves les plus irréfutables d'un délit. Mais les techniques ont beaucoup évolué. Au service d'identité judiciaire du 36, le laboratoire d'analyse d'empreintes reçoit chaque jour des dizaines de demandes. Alors nous venons de réceptionner un scellé au sein de notre service qui a été retrouvé sur une scène d'infraction et notre objectif c'est de déterminer s'il y a des traces papillaires qui peuvent être d'origine digitale du bout des doigts ou des paumes de main grâce à des procédés chimiques. On dispose notre objet. Alors c'est du cyanoacrylate et lors de sa fumigation ça va aller se coller sur les traces. Tout se passe maintenant dans ce caisson hermétiquement fermé pour éviter les émanations toxiques. Au bout de quelques minutes, le gobelet commence à livrer quelques informations. On voit apparaître ces traces blanches et ça va être l'œil de l'analyste en fait qui va arrêter la réaction. Delphine doit être précise. Tout se joue à quelques secondes près au risque de détériorer à jamais les empreintes révélées. Je neutralise la colle avec de l'eau. Maintenant, je vais pouvoir évacuer toute la fumée toxique. Reste à savoir si ces traces sont exploitables. Et une fois encore, c'est l'œil de Delphine qui va en décider. Le but, c'est d'avoir quelque chose avec un dessin assez précis, net, où il n'y a pas de superposition. Donc ici, j'en ai une très jolie. Donc ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir m'y retrouver, je vais les identifier. On réintègre le contenu du scellé à son contenant. Le scellé est alors reconstitué et transmis soit au service enquêteur, soit à une autre section s'il y a besoin pour d'autres analyses. Grâce à l'analyse de ce simple gobelet, l'auteur d'un délit sera peut-être aujourd'hui identifié. À condition que l'on retrouve ces empreintes dans le fichier automatisé des empreintes digitales, autrement dit, le FAED. Au quai des Orfèvres, 40 dactylotechniciens se relaient jour et nuit pour analyser quotidiennement près de 500 empreintes relevées sur des lieux d'infraction. Le fichier a été créé en 1987, à la suite d'une célèbre affaire, l'affaire Paulin. Surnommé le tueur de vieilles dames, Thierry Paulin est accusé de 18 meurtres à Paris. Pendant 3 ans, il a laissé ses empreintes digitales sur plusieurs scènes de crimes, sans jamais être confondu. C'est seulement grâce à sa description physique qu'il est un jour reconnu dans la rue et interpellé par un commissaire de quartier. Thierry Paulin est transféré au quai des Orfèvres. L'analyse de ses empreintes ne laisse aucun doute, c'est bien le meurtrier du 18e. Les empreintes digitales de Thierry Paulin figuraient depuis de nombreuses années dans un fichier de police en province. Mais à l'époque, il n'existe pas de fichier national informatisé. Les comparaisons d'empreintes devaient se faire manuellement. Au service d'identité judiciaire, l'IJ, comme on dit ici, il reste encore quelques vestiges de cette période. Dans ces casiers, on a le fichier manuel, donc c'est les empreintes qui étaient avant le FAED. Il y a plusieurs millions d'individus. Pour comparer 2 empreintes, on regardait par rapport à la forme des doigts, il fallait regarder vraiment sur tous les casiers, donc c'était vraiment très très long, c'était un travail de titan pour identifier une empreinte. Une époque révolue. Aujourd'hui, le fichier automatisé stocke les empreintes de 4,5 millions de mises en cause. C'est un service indispensable à la résolution de nombreuses affaires. Dans le jargon policier, Guillaume est un traceur. Chaque jour, il répond aux demandes d'expertise des services enquêteurs de l'ensemble de la région parisienne. Actuellement, il y a une personne qui est placée en garde à vue dans un commissariat de police. Ces empreintes ont été prises
Et en quelques secondes seulement, le moteur de recherche propose à Guillaume les empreintes de 5 personnes déjà fichées. Sur le côté gauche, j'ai les empreintes de l'individu qui est actuellement placé en garde à vue dans le commissariat. En face, j'ai les empreintes d'un individu qui était déjà connu du système. Et je vais chercher 12 points identiques pour être sûr que ça soit le même individu. Donc là, j'ai un point ici. Juste à côté, j'ai ma ligne, elle se divise en 2, que je retrouve ici et ici. J'ai 12 petits points orange de chaque côté qui sont identiques et placés au même endroit. C'est les 12 points caractéristiques qui permettent de démontrer que c'est exactement le même individu. On vérifie quand même avec les empreintes ancrées, c'est toujours l'œil humain qui a la dernière décision. En 15 minutes seulement, l'auteur du délit vient d'être confondu. L'existence d'un tel fichier aurait pu certainement sauver la vie de plusieurs victimes de Thierry Paulin. Près de 2 ans après son arrestation, il meurt des suites du sida en détention. Retour avec Martine Monteil. Après 7 années passées au STUP, la voici propulsée à la tête de la brigade de répression du proxénétisme. C'est la première fois dans l'histoire de la police judiciaire qu'une femme est nommée à un tel poste. La Dame du Quai, comme on l'appelle désormais, est élue femme de l'année dans la presse féminine de l'époque. Pour rejoindre ses nouveaux bureaux, Madame le commissaire doit quitter le 36 pour se rendre à 2 pas de là, rue de Lutèce. À la fin des années 80, le quai des Orfèvres vit trop à l'étroit. Les brigades de répression du banditisme et du proxénétisme emménagent ici, dans cet immeuble discret de l'île de la Cité. La nouvelle patronne de la mondaine prend les rênes d'une brigade de 50 hommes au nom de groupes évocateurs. Changement d'époque et changement de style. Bonjour. Sa priorité, combattre les filières de prostitution qui sévissent dans la capitale. Martine Monteil y gagne un nouveau surnom. Elle devient Madame Propre. Son fait d'armes le plus spectaculaire, l'arrestation de Fernande Grudet, alias Madame Claude. La maquerelle de la République, comme on l'appelait dans les années 70, vient discrètement de réactiver son réseau. Madame Claude est donc une récidiviste de la prostitution haut de gamme. Elle avait reconstitué un réseau de call girls avant d'être arrêtée en mars dernier pour proxénétisme aggravé. C'est dans le plus grand secret que Martine Monteil a mené son enquête. Et pour cause, elle redoute les nombreuses protections dont a toujours su s'entourer Madame Claude et n'informe qu'au tout dernier moment son supérieur direct de l'arrestation imminente de la proxénète. Je me doutais bien que ça lui plairait pas, mais je l'ai fait pour le protéger lui aussi, parce que lui, connaissant l'information, il en parlerait forcément au directeur, qu'en parlerait au préfet, qu'en parlerait au ministère de l'Intérieur, etc. Et ça y est, le tout Paris aurait su. Et moi, je voulais pas risquer, ni mon chef de groupe, on voulait pas risquer de la rater, cette affaire. Parce que Madame Claude, pénalement, elle n'est jamais tombée pour proxénétisme. Or, qu'est-ce que c'est autre qu'un proxénétisme de luxe ? Madame Claude s'en sortira avec une condamnation de 6 mois de prison ferme. Un symbole est tombé, et avec elle toute une époque. Aujourd'hui, le dossier de Madame Claude a étrangement disparu des archives de la police et de la justice. Bonjour Christophe. Bonjour madame. Bon, alors, vous nous faites visiter le musée ? Avec grand plaisir. Moi, ça fera des années, j'y suis allée, là, je vois. Rien n'a changé peut-être. La brigade mondaine abrite son petit musée dans une ancienne geôle de garde à vue. Voilà. La lanterne rouge. Alors, quand on l'a inauguré, on avait mis un ruban bleu, blanc, rouge. Et Claude Cancès avait coupé le ruban. Oui. Il y a d'ailleurs toujours le procès verbal. Le procès verbal. C'est Christophe Hirschmann, le numéro 2 de la brigade, qui nous ouvre les portes de ce lieu très secret. Ah, je vois, c'est toujours dans son jus, malgré tout, hein. Ce musée. Visite très privée dans l'enfer de la mondaine. Ici, chaque objet a une histoire. Il y a eu beaucoup de saisies dans les milieux sadomaso. Tout
les objets qui sont ici sont issus de saisies, c'est-à-dire sont des objets qui ont servi, qu'on a saisis lors d'interpellations ou de perquisitions à l'occasion d'affaires. Il y a cet album, qui est un album qui a été saisi lors d'une intervention que nous avons fait au Roi René, qui était un club échangiste. Et lorsque nous sommes entrés, donc, tout là-dessus, on a allumé les lumières, etc. Enfin, tous les inspecteurs sont rentrés, on a figé les situations. Et ensuite, on a fait une perquisition dans le bureau du patron de ce club. Et on a trouvé cet album, qui est donc un album de poils pubiens, avec à chaque fois, on voit le prénom des femmes qui ont accepté de laisser ce petit souvenir au patron du Roi René. Ce n'est pas le problème du club échangiste, et qui en soi ne dérangerait pas, sauf lorsqu'on y place des prostituées. Bien sûr, et à ce moment-là, on tombe sous le coup du proxénétisme, et un certain nombre d'entre eux ont joué à cela. La brigade mondaine est née au début du XXe siècle. À l'époque, les maisons closes sont en pleine expansion dans la capitale. On ne réprime pas encore le proxénétisme. La mondaine fait plutôt dans le recueil de renseignements compromettants sur les clients de ces établissements. C'était un service qui, au travers des contrôles de prostitution, d'établissements de la capitale, des boîtes, effectivement, un peu louches, un peu glauques, permettait aussi le recueil de renseignements. C'est-à-dire que nos anciens collègues établissaient ce qu'on appelle des blancs, c'est-à-dire qu'on avait vu dans telle ou telle maison de passe telle personnalité en joyeuse compagnie, etc. Les blancs ont alimenté pendant plusieurs décennies le coffre de la mondaine. Des centaines de rapports compromettants sur les mœurs du monde politique, de la finance ou des arts. Comme celui-ci, daté de 1945, à propos de l'acteur de cinéma Michel Simon. Cet excentrique et pervers a constitué des collections érotiques à faire pâlir d'envie un trafiquant d'obscénité. C'était la police des mœurs. On savait qu'éventuellement, telle pratique était celle de telle ou telle personnalité, député, voire ministre et autres, mais ça restait sagement au coffre. Bon, ça remontait en haut lieu, bien sûr, il était au courant, mais partant de là... De mon temps et aujourd'hui aussi, c'est surtout l'éradication des grands réseaux de proxénétisme, quoi. Ils font des affaires avec la maltraitance, d'ailleurs, de prostituées dans des réseaux qui sont très malmenés, venant de tout pays, puisque ça évolue considérablement. La traite des êtres humains, c'est aujourd'hui la priorité de la brigade de répression du proxénétisme. Cette année, elle a identifié plus de 300 victimes sur la région parisienne. Retour au quai des Orfèvres, au service de l'identité judiciaire, un étrange ballet. Dans le labyrinthe des sous-sols, 2 policiers achèvent la mise en place d'une scène de crime. On va fixer la scène. Donc c'est la première chose que l'on fait. On empêche le passage des curieux. On la fige. Une mise en scène qui va servir dans quelques minutes à un exercice de formation. Ici, on tient à rester à la pointe des techniques d'enquête. On est parti pour 1 heure de sauna. Ces 2 techniciens de la police scientifique parisienne sont des experts bien loin de l'imagerie des séries américaines. L'exercice d'aujourd'hui va se dérouler dans les conditions réelles d'investigation. Il faut qu'on évite de poser nous-mêmes notre ADN sur la combinaison, plus rien qui ressort. Bonjour. Alors, vous vous trouvez devant une scène de crime. Nadine et Norbert forment régulièrement leurs collègues du 36 aux dernières nouveautés en matière d'investigation scientifique. Le service enquêteur, puis on va expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Alors vous pouvez... Marion et Laurence travaillent déjà dans le service, mais chacune vient aujourd'hui se perfectionner dans sa spécialité. Marion photographie les lieux avant que les enquêteurs ne pénètrent sur la scène du crime. Laurence, elle, repère les premiers indices.
un numéro pour chaque objet, mais par respect pour les personnes, une lettre pour les victimes. Sur les scènes de crime, il y a toujours une ambiance assez particulière parce que de nous-mêmes, on va parler doucement, on va vraiment avoir un respect du cadavre. Donc on reste à l'écoute de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais on fait aussi attention au cadavre. Faire attention aux victimes, mais aussi à soi. Les équipes de police scientifiques doivent aussi apprendre à faire face à des situations parfois très difficiles. Évidemment, c'est très dur. On se retrouve dans un contexte très violent. On peut avoir, pour moi, ce qui est difficile, c'est qu'on a la famille, qu'on a les amis à côté, voilà, qui attendent des réponses. On arrive avec notre matériel, on met notre combinaison qui nous permet aussi déjà de prendre une distance, et on a un travail à accomplir, un travail très important. Une fois qu'on rentre chez nous, on ferme la porte du service, on laisse tout ça de côté, on reviendra demain. Mais on met quand même beaucoup de distance avec notre travail, c'est important. Il faut avoir d'autres activités, il faut être équilibré, être bien, pour pouvoir faire en sorte que tout ça ne nous hante pas. Rien dans une scène de crime ne doit être laissé au hasard. Les indices les plus précieux sont souvent cachés. Pour les révéler, l'arme absolue de la police scientifique, c'est la mallette Crimscope. À l'intérieur, plusieurs torches de longueur d'onde différentes pour détecter des éléments microscopiques ou invisibles à l'œil nu. Une lumière blanche rasante pour repérer les éléments fibreux ou pileux. Une lumière verte et des lunettes oranges pour déceler les fluides biologiques comme le sperme ou l'urine. Et un liquide miracle, le Blue Star, un produit capable de bleuter des traces de sang pourtant soigneusement effacées, comme ici sur ce bâtonnet. Il y a plusieurs procédés dont on s'est servi qui venaient de choses civiles. Par exemple, le Blue Star, ce sont les chasseurs qui s'en servent pour traquer la trace du gibier blessé la nuit. Voilà, on a vu nous l'utilité, donc on l'a repris pour nous. Pareil, le portrait robot, à la base, c'est un jeu qui avait été créé, qu'on a repris pour nous. Donc c'est plein de choses comme ça qui vont être créées et qui nous apporteront des améliorations. C'est au laboratoire que les indices collectés deviendront ou non des preuves. La police scientifique est toujours à l'affût de nouvelles techniques d'identification pour confondre l'auteur d'un délit. On a beaucoup de procédés qui se développent, comme l'odorologie, qui est extrêmement intéressant, qui nous permet de récupérer des odeurs. Voilà, il faut savoir que chaque individu, comme les empreintes digitales, comme l'ADN, a une odeur propre. Donc on va pouvoir, nous, récupérer cette odeur, une trace odorante, qu'on pourra comparer ensuite avec un suspect. Table carrée de 60 cm. Les équipes de police scientifique interviennent sur la région parisienne près de 2000 fois par an. Martine Monteil les a très souvent côtoyés, plus particulièrement au milieu des années 90. Elle est alors à la tête de la brigade criminelle. En décembre 96, un attentat ravage la station RER de Port-Royal. 4 morts et 170 blessés. L'année suivante, tunnel du pont de l'Alma. Martine Monteil dirige l'enquête sur la mort de la princesse Diana. 14 mois d'investigation pour conclure à un accident de la route. Mais ce qui inquiète la nouvelle patronne de la crime, ce sont les meurtres et les viols en série qui sévissent depuis plusieurs années dans l'est de la capitale. L'œuvre probable d'un serial killer. Sous les arches du 36, le service de documentation criminelle. Martine Monteil nous emmène aux archives, dans les sous-sols. Bon, je me retrouve dans les dédales, là. Procès-verbaux d'audition, constatation, rapport. Ici sont conservés des milliers de dossiers. Toute la mémoire de la police judiciaire parisienne de ces 50 dernières années. Oh là là, toutes ces archives. Il est là, monsieur Roland ?
vous êtes là? Bonjour. Bon, vous voyez quel dossier on vient chercher, là? Guy Georges, vous l'avez? Oui. Dès son arrivée à la brigade criminelle, Martine Monteil part à la chasse du serial killer. Bien. Madame. Merci. Elle reprend l'enquête et se plonge dans les constatations des derniers crimes commis par le tueur en série. Dès décembre 1994, on a de l'ADN, c'est-à-dire qu'on trouve du sperme sur une des scènes de crime. Donc cette matière, elle est prélevée. Donc on a le réflexe, on prend tout, y compris on aspire la moquette. Enfin, on a des cheveux, tout est pris, tout est analysé. Donc rien n'est laissé au hasard. Et on a du sperme. Et il s'avérera d'ailleurs que ce sera le sien. Mais à l'époque, il n'y a pas de fichier d'empreinte génétique. Donc vous pouvez donner votre échantillon au laboratoire. Seulement le laboratoire, que voulez-vous qu'il en fasse? On ne peut pas comparer sans fichier. Après 2 ans d'accalmie, un nouvel homicide vient brutalement réactiver l'enquête. La victime est une jeune étudiante retrouvée chez elle égorgée après avoir été violée. Ses vêtements ont été méthodiquement découpés. Une signature qui ne laisse aucun doute à la patronne de la crime. Lorsqu'on arrive sur la scène de crime, on n'a pas eu besoin de se parler. On a compris que c'était à nouveau lui. Le fauve est toujours dans la ville. Vous avez cette espèce de sentiment de faillite, de dire mais comment se fait-il, pourquoi on le trouve pas, mais qu'est-ce qui manque, on passe à côté de quelque chose. Enfin, ça vous laisse un goût vraiment très 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 amer. Hein. À Paris, c'est désormais la psychose. D'autant plus qu'un mois plus tard, le tueur de l'Est parisien frappe encore. Cette fois, le juge Thiel, en charge de l'instruction, décide de jouer son va-tout. Il oblige tous les laboratoires d'analyse génétique de France à comparer manuellement l'ADN du serial killer avec les échantillons qu'ils possèdent dans leurs archives. Ce qui est considérable, quand vous n'avez pas de fichier automatisé, c'est énorme. Jusqu'au moment où, 24 mars 1998... Ce jour-là, après 5 mois de recherches intensives, un laboratoire nantais matche 2 empreintes génétiques. Le docteur Olivier Pascal vient de découvrir l'identité du serial killer et alerte immédiatement la justice. Et là, le coup de fil qui, à la fois, nous fait un plaisir incommensurable et en même temps nous glace, parce qu'il nous apprend qu'il a identifié, donc formidable, il a identifié, ça va faciliter les choses. Et oui, mais le bémol, c'est Guy Georges. Donc c'est quand même quelqu'un qu'on a connu, qui est passé dans le service. 2 ans auparavant, Guy Georges était passé au quai des Orfèvres pour une affaire d'agression sexuelle. Mais sa victime ne l'avait pas reconnu. Le prédateur était ressorti libre du 36. Il avait à l'époque 5 meurtres à son actif. Cette fois, pour Martine Monteil et son équipe, il est hors de question de le laisser filer une seconde fois. On déclenche un plan de traque coups humains. On tire sa photo. Ici, dans les locaux d'identité judiciaire, la photo est tirée à des milliers d'exemplaires et immédiatement, avec des motards, c'est distribué partout à la police parisienne. Plus personne n'ignore que cet homme, individu très dangereux, est recherché et chaque policier doit l'avoir dans sa poche. La traque commence. Les policiers planquent dans tous les lieux habituellement fréquentés par Guy Georges. Il est évident que pendant les 48 heures de la traque, on ne dort plus, on ne dort pas. Parce qu'il fallait l'avoir, c'était une course contre la montre, c'était une course contre la mort. 2 jours seulement après son identification, dans le quartier de Pigalle, Guy Georges est reconnu et arrêté en plein après-midi par 2 policiers. Madame, monsieur, bonsoir. Le tueur en série présumé de l'Est parisien a été arrêté aujourd'hui au terme de plusieurs mois d'enquête laborieuse et d'une traque de 24 heures qui a mobilisé près de 400 policiers à Paris. Lorsque Guy Georges est transféré au 36, un accueil très particulier l'attend. Dans le plus grand des silences, les policiers de la crime observent le tueur en série gravir lentement les escaliers. Une véritable haie de l'horreur. Cet escalier mythique qui a vu tant
de criminel monter ses marches. Lui aussi. Alors donc, on l'attendait, bien sûr. Il y avait cette curiosité d'enquêteurs qui avaient travaillé pendant des années sur ce criminel, ce serial killer. C'est Guy Georges, c'est cette affaire-là qui fait basculer les choses et qui fait que si on a un fichier d'empreintes génétiques, c'est à ce dossier qu'on le doit. Reconnu coupable de 7 meurtres, Guy Georges a été puni en 2001 d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Depuis cette affaire, plus de 2 millions de personnes sont aujourd'hui inscrites au fichier d'empreintes génétiques. Le quai des Orfèvres ne connaît jamais de répit. Et quand vient la nuit, les policiers de l'état-major deviennent les anges gardiens du 36. La tour de contrôle de la police judiciaire parisienne veille 24 heures sur 24. Olivier est dans la salle des Telex. Et Marie-Christine, le commandant, est déjà à pied d'œuvre. Vous étiez en flag, on est en quoi? En flag? Et il était porteur d'une bonbonne de coke ou pas? Alors 7,3 grammes de coke. Vous avez fait la perquise là, ça y est? Elle est en cours? Non, elle est terminée, d'accord? Comme d'habitude, Jérôme, son collègue, prépare le dîner. Au menu de ce soir, roussette au cèpe et au gingembre. Il faut tenir la nuit. Il faut qu'on tienne la nuit, donc il est 22h. On mangera sûrement vers 22h30, 23h. Donc après, il faut tenir jusqu'à 7h demain matin. Donc il nous faut quand même un peu de force. Oui, état-major Plégy. Ah, Fabien, non? Fabien, dis-moi. Affaire de stup, tentative d'homicide, vol avec effraction. C'est l'ordinaire des nuits à l'état-major. Bon, Jérôme, est-ce que c'est prêt? Face à toutes ces violences, Marie-Christine et ses hommes perpétuent ce qui fait l'âme du 36, la camaraderie et l'esprit d'équipe. Ces murs ont une histoire, un vécu. L'histoire du 36 se confond un petit peu avec l'histoire du pays dans bien des cas. Et ça marque les lieux, si vous voulez. Il y a une ambiance. Une ambiance qui tente de perdurer, malgré les affaires qui, en 2014, ont mis en cause certains policiers du quai des Orfèvres.